Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et merci Isabelle, donc, du coup, il faudra vous partager le micro. Abdou, juste on va revenir sur votre parcours parce qu'on parle beaucoup de l'exil. Oui. Alors certains disent les migrants, et moi j'aime bien dire les personnes qui choisissent peut-être ou choisissent pas, en tout cas de partir en exil. Je ne pense pas que ce soit un véritable choix du début jusqu'à la fin. Ouais. Vous m'excusez. Premièrement, pour commencer, je vais dire merci à tout le personnel présent et longue vie à l'association qui a organisé ce colloque et à toutes les associations présentes. Je me nomme Abdou Rasman, je viens de Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest, un pays francophone. Je suis parti suite à des complications de guerre de mon pays. Je suis arrivé ici le 24 octobre 2022. Alors, quand on a préparé, moi ça m'a beaucoup ému parce que j'ai eu la chance d'aller au Burkina Faso. C'était dans les années 90, on en a beaucoup parlé avec Isabelle aussi, et avec d'autres personnes d'entre vous, Dominique aussi, je crois, connaît bien le Burkina. Effectivement, c'était une autre situation. Oui. Voilà, c'était quand même très compliqué, mais une autre situation. Aujourd'hui, les liens sont rompus. Bon, comme vous le connaissez, ou vous le lisez dans les médias, et je suis un peu choqué qu'une minorité dans le monde nous impose des guerres à travers le monde, de telle sorte que c'est très difficile pour nous de nous en sortir. Parce que quand je dis une minorité, quand on prend ici, par exemple, des minorités ou des terroristes qui sont en train de ces pays-là, ils ne sont pas anglais, mais ils arrivent quand même dans c'est pas du tout intéressant. En tout cas, vous avez choisi de partir. Oui. Vous avez, je peux dire votre âge? Oui, je suis né le 21 août 1975. J'ai 49 ans. Ok, on est donc de la même génération. Je ne suis pas sûr d'avoir le courage un jour de quitter mon pays, si jamais je devais être amené à le faire. J'aimerais bien que chacun autour de cette salle réfléchisse à ce que ça doit vouloir dire. Vous êtes parti du Burkina, vous avez traversé du coup le continent. Je suis parti du Burkina à partir de l'aéroport, je suis arrivé en Italie. Et à partir de l'Italie, je commence à parler, je parle anglais, dans la rue je pose des questions où aller, personne me dit ne parle pas anglais, le français non plus. Et là je dis, ah paf, direction la France parce qu'on a beaucoup d'associations qui ont contribué au développement, qui ont construit des écoles. Par exemple, quand on prend l'hôpital de Poitiers, il y a eu des infirmières de l'hôpital de Poitiers qui ont fait des cotisations pour venir construire un centre de santé sanitaire au Burkina, dans un village qu'on appelle Osmo. Après ça, il y a une dame qui s'appelle Claudia Talbot, qui a été maire de Verrières ou Versières, excusez-moi, Verrières, voilà, qui a construit 3 écoles à 35 km de la capitale politique de Burkina. Après ça, il y a Honfleur, à Normandie, des enseignants aussi qui ont construit des écoles à Kéléba, c'est-à-dire la direction du Bobo de la zone où vous êtes parti, à peu près à 170 ou 185 km de la capitale politique. Donc, du coup, il y a un lien entre ces pays francophones et la France, ou du moins l'Union européenne. Alors, du coup, effectivement, quand je suis intervenu au Burkina, j'étais reporter et on travaillait avec une association, c'était les sapeurs-pompiers du Puy-en-Velay, dans le département de Satieri, c'est à la frontière entre le Burkina et le Mali, et j'y suis allé 5-6 fois. Dispensaires, installation effectivement d'un certain nombre de dispositifs pour l'école, pour favoriser l'école, notamment l'école des filles. Alors vous êtes arrivé en France, donc c'était il y a un an et demi. Une année et demie. D'accord. Oui. Et du coup, vous n'arrivez alors du coup, ça je suis demandeur d'asile. Oui. Et suite à ça maintenant, il y a les procédures administratives et je suis petit à petit. Voilà. Là, vous êtes passé le 9 février, c'est ça, non? Voilà, je suis passé le 9 février devant la commission de l'OFPRA à Paris. Et je suis toujours en attente de résultats. J'ai été reçu aussi à l'OFI le 29 du mois passé. Et suite à
mon dossier malade. Mhm. Voilà, et Alors, j'ai été examiné. Justement, c'est une belle transition vers Isabelle, puisqu'effectivement, déjà vous arrivez, vous avez un métier. Oui. Vous Et êtes dans les sciences. moi, je peux dire environnementaliste, parce que je sensibilise les agriculteurs à planter des arbres dans les zones sahéliennes et subsahéliennes. Et ces arbres-là, on l'appelle le Nîmes, N2ME, originaire de l'Inde, qui donne des graines. Et ces graines, on les utilise pour faire de la farine, pour tremper dans l'eau, pour arroser nos jardins, qui ne tuent pas les biodiversités telles que les insectes. Une fois que l'insecte commence à brouter les feuilles, il fuit. Mais l'insecte, ça ne le tue pas, ça le laisse comme ça. Alors, Abdou est passionné, donc du coup, je vais être obligé d'écourter à peine, mais on va arriver à Isabelle, puisque du coup, là, je disais, vous avez une maladie. Oui, vous avez contracté petit. Voilà, j'ai été victime de la polio, et c'est à partir de l'âge de 6 ans, quand j'ai commencé à aller à l'école, que j'ai senti que, vraiment, ça ne va pas. Et du coup, je suis arrivé ici, et j'ai commencé à faire les procédures, et c'était compliqué puisque je n'arrivais même pas à me situer par rapport à comment on appelle le droit ou l'ouverture sur mon handicap. Je ne sais pas exactement expliquer à quelqu'un. Et quand je pose la question, et je suis à combien, par exemple, pourcent de mon handicap? C'est ça. Le pourcentage de mon handicap qui, on va le voir avec Isabelle, a une incidence importante, puisque permet d'ouvrir un certain nombre de droits. Alors je veux bien, si c'est possible, qu'on partage le micro. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Isabelle, quand est-ce que ça s'est passé? Alors peut-être qu'on précise, vous êtes à l'APF, France Handicap, voilà, responsable au niveau départemental. Représentante départementale à l'APF France Handicap, adjointe. Voilà, merci beaucoup. Et donc du coup, la rencontre avec Abdou, comment elle s'est faite? Alors bonjour à tous. Donc à l'APF France Handicap, on a un groupe de travail sur handi-droit. Donc il est venu suite à une assistante sociale parce qu'il était perdu dans ses dossiers. L'assistante sociale aussi ne savait pas comment remplir les dossiers MDPH. Donc on voit bien déjà la rupture entre les différents services et le savoir de chacun. Et surtout sur les assistantes sociales, parce que sur le handicap, elles ne sont pas toutes formées, donc il y a un vrai sujet là-dessus. Vous voyez là, comme on est sur les droits, c'est le moment de le dire. Oui. Et donc, M. Abdou est venu à France Handicap, et suite à sa demande handi-droit, je l'ai reçu dans une première fois, et j'ai fait avec lui l'évaluation de son dossier, et j'ai suivi son dossier de A à Z, puisque j'ai fait son dossier MDPH entièrement avec lui, effectivement, parce que c'était sa difficulté, c'était de retranscrire vraiment ce qu'il voulait dire et la démarche qu'il voulait faire après de la MDPH. Maison départementale des personnes handicapées. Merci. Pour tous les acronymes. Les acronymes, je redis. Je prends, oui. Et la difficulté de Abdou, c'était de faire valoir ses droits en France. Et surtout avec un problème de migration, comme tu as dit tout à l'heure, de l'exil. Ou de l'asile. Ou de l'asile. Là, on est sur cette situation-là. Exactement. Et du coup, c'est pas la même chose. Et du coup, il a fallu effectivement qu'il ait un grand courage, parce qu'à chaque fois, il fallait qu'il aille sur Paris. Donc, ces déplacements qui étaient difficiles déjà avec sa difficulté du handicap, parce que vous allez voir qu'il va se déplacer, il a énormément de difficultés pour se déplacer. D'ailleurs, je le remercie d'être venu aujourd'hui. Et c'est ça, c'est comment un être humain vient, demande ses droits dans le pays, et comment les démarches se font, et c'est que du bouche à oreille en fait. On voit bien que la difficulté, c'est de savoir où s'adresser. Mais ce n'est pas que dans l'asile. On voit bien qu'aujourd'hui, les personnes qui partent en retraite, il y a un vrai sujet là-dessus, sur les gens qui partent en retraite, qui ne savent pas le numérique, et qui n'ont pas de notion, qui n'ont pas envie. Et aujourd'hui, on voit bien sur nos impôts, le droit. J'ai rencontré une dame sur handi-droit, ça faisait 15 ans qu'elle était en retraite.
Et elle n'avait pas fait valoir ses droits parce qu'elle ne connaissait pas comment faire. Et elle vivait avec la retraite de son mari. Et d'un seul coup, elle m'a rencontrée, on a fait des démarches. Et ça a été un changement total dans leur vie. Et je me suis posé la question, mais comment c'est possible en France aujourd'hui que les gens n'aient pas leurs droits ouverts et qu'il n'y ait pas un suivi de... Alors oui, parce que ça va même un peu Parce plus loin. qu'à la mairie, elle aurait pu aller se renseigner, mais les gens ont un problème ils ont l'impression de quémander et de toujours demander. Donc ça, c'est un peu sujet aussi, comment on demande. Il y a peut-être déjà un constat, reconnaissance des droits. Des droits. Ça, c'est vraiment effectivement la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais en plus, il y a un deuxième problème, Isabelle, il me semble, c'est l'efficience. Alors vous avez parlé d'efficience quand on a préparé ensemble L'effectivité de droit. l'effectivité de Parce droit. qu'en fait, voilà, pour nommer, on a des droits, là je vais parler un petit peu, c'est que en fait, la MDPH nous octroie par exemple tant d'heures de soins à domicile, et aujourd'hui avec la pénurie des soins à domicile, on manque de personnel formé, les gens arrivent chez nous qui sommes en situation de handicap, mais pas que, pour les personnes âgées, et ils ne sont pas formés sur les difficultés des gens, ils ne pensent que c'est que pour le ménage, alors que la MDPH contredit les choses en disant ce n'est pas du ménage, donc Il y a alors, dans l'aberration des choses, par exemple pour vous, Isabelle, si on peut en parler concrètement, il se passe quoi dans le quotidien? Vous avez le droit à combien d'heures, par exemple, pour vous? Alors pour moi-même, j'ai droit à 48 heures, mais aujourd'hui, je n'ai que 10 heures d'auxiliaire de vie. Donc ça me pose un problème pour me laver, enfin m'aider dans mes soins à domicile, de m'aider dans mes démarches administratives, etc. J'ai la chance de pouvoir avoir du matériel qui me permet de pallier à ces difficultés. Et donc ça s'appelle la compensation. C'est ça la compensation du handicap. C'est de pouvoir trouver du matériel, mais pas que, nous aider dans les droits. Et alors, c'est des gens qui ne sont pas formés, donc qui viennent et qui arrivent et ils me disent bah, vous avez besoin de quoi pour faire le ménage? Je dis mais c'est pas du tout ce que je cherche, je ne fais pas forcément le ménage. Et donc la formation, c'est très important du personnel. Et là où je suis très en colère, c'est que aujourd'hui il y a le mort. Parce qu'aujourd'hui, sur les trachéotomisés, les gens qui sont trachéotomisés, ils n'ont pas de soins et il y a des gens qui meurent par manque de soins. Donc il faut vraiment insister là-dessus, c'est que c'est les droits, on nous octroie les droits, mais derrière, l'effectivité des droits n'y est pas. Et c'est pas que ça, c'est dans les droits, le matériel, etc. Les gens, quand je revois leur dossier, ils n'ont pas fait les demandes qu'il fallait. Et c'est ça, alors que c'est des gens qui sont en situation de handicap depuis des années, mais qui n'ont pas fait les bonnes démarches dès le début. Alors il y a aussi un manque chez les médecins. Les médecins, je peux vous parler pendant des heures. Oui, c'est ça. Après, Chez les médecins, non mais c'est quand même important, c'est que suivant les médecins qui sont sensibilisés sur le handicap, mais pas que, s'ils nous orientent, ils font partie aussi du système. Positif, du chemin. Et puis après, c'est aussi sur la vie de tous les gens, de toute la vie des gens. Le problème, c'est quand ça touche les enfants et que les parents n'ont pas fait forcément les démarches. Qu'est-ce que vous attendez d'un mot de l'ensemble de ce collectif? Là, on est quand même beaucoup d'intelligence humaine et pas autre chose autour de la table. Et ça, c'est chouette. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un colloque comme celui-ci? Il va falloir les stimuler parce qu'on arrive à l'heure de la sieste. De sensibiliser, c'est ça. De sensibiliser les gens, mais il y en a beaucoup qui sont sensibilisés quand même, pas forcément sur le handicap, mais sur les droits, parce qu'ils ont cherché pendant des années comment octroyer leurs droits. Je me suis fait interpeller tout à l'heure par un monsieur qui voulait absolument que je l'aide à son dossier tout à l'heure, c'est pas possible. C'est pas le lieu. Mais en même temps, on voit bien que les gens, même s'ils vont rechercher, après ils sont perdus dans les méandres de tout ce qu'il faut faire, et du coup les démarches ils les font pas, quoi. Ils sont fatigués, ils en ont marre, ça fait 50 fois qu'ils demandent, mais ils n'ont pas eu les gens qui ont compris leurs problématiques. Mais c'est pas comme dans le handicap, c'est dans la vie de tous les jours qu'on voit ça. Parce qu'avant j'étais pas handicapée, donc je peux parler d'avant. Merci beaucoup Isabelle, merci Abdou, on peut les applaudir pour ces deux témoignages. Pierrick, on va parler. Vous voulez vous installer vers nous, Pierrick, on va se tutoyer d'ailleurs. Tu m'as dit tout à l'heure, on se tutoie, pas de problème.
Pierrick, donc bonjour. Bonjour à tous. D'un sujet qui a été abordé un peu par Isabelle et qui concerne notamment tout ce qui est lié au numérique, au tout numérique qui nous envahit un peu plus chaque jour. Et vous allez voir, c'est pas terminé parce que la génération qu'on est, nous on pousse pour du numérique. Effectivement. Alors comment vous êtes arrivé peut-être dans le numérique avant qu'on voit un peu les solutions possibles? En fait, j'ai quand même passé 30 ans dans une entreprise bancaire où je faisais que de l'informatique. Donc, j'étais président de la mécanique à l'époque. Et je donnais des cours d'informatique le samedi matin. Et puis, au moment du Covid, la ville de Nantes a distribué des ordinateurs aux enfants de CM1, CM2 qui n'étaient pas pourvus d'ordinateurs chez eux. C'était le lendemain Covid? Le lendemain Covid, tout à fait au début. Et ce qui fait qu'avec l'association Projet Solidaire dans la Cité, j'étais en charge de distribuer les ordinateurs sur la Beaujoire, Port-Boyer et puis Saint-Joseph. Et donc, on s'est aperçu que les papas et les mamans, quand ils arrivaient chez eux, ils tapaient le même code d'accès Wi-Fi qu'il y avait dans l'école. Donc, ils m'appelaient systématiquement pour dire que l'ordinateur qu'on leur avait prêté ne fonctionnait pas. Ah oui, j'aurais fait comme eux. Hein. T'aurais fait pareil. Oui. Donc, je me déplaçais, on remettait les ordinateurs en route. Et après, je suis parti de Projet Solidaire dans la Cité pour d'autres raisons. Et je suis maintenant aux Eaux-Vives et à Partage 44. Et le lundi matin, j'aide les personnes qui sont dans la rue, malheureusement, et qui ont des problèmes pour se connecter, tout simplement, à leur réseau Facebook, à leur adresse mail, ils l'ont perdu. Le truc pas possible du numérique. Alors si on peut se rassurer, Pierrick, c'est quand même déjà pas facile pour nous, qui sommes des gens un peu avertis, on va dire, ou en tout cas qui avons travaillé, moi aussi j'ai vraiment travaillé dans tous ces milieux-là, c'est quand même pas facile tous les jours, quoi. On est Donc, d'accord. tout à fait. Gérer ses mots de passe, gérer son ordinateur, ne pas tout perdre, ne pas perdre son téléphone portable, etc. Donc pour des gens dans la rue, mais c'est un monde. C'est vrai que malheureusement, on critique Facebook, et je suis le premier à critiquer, mais des gens qui sont dans la rue, qui ont voyagé un tout petit peu, mais ils ont des copains partout, et c'est le seul moyen de communiquer. C'est très Être en lien, en fait. D'être en lien avec quelqu'un. Et ça m'avait surpris un petit peu au départ, mais bon, voilà. Et puis, leur donner droit, justement, comme tu disais, à leurs accès pour le RSA, pour France Travail, pour les allocations, pour essayer de trouver du travail. Il faut qu'ils aient un CV. Alors, je ne fais pas le CV, je les aide à faire la mise en page, mais c'est eux qui doivent le taper. On met 1 heure, on met 1 heure et demie, c'est pas grave, on a le temps. Et puis, d'abord, ils sont très fiers d'avoir fait leur CV. On le fait vérifier par Corinne ou une autre personne des Eaux-Vives pour voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe ou des choses comme ça. Et puis après, ils l'enregistrent sur le clé USB, on le garde nous-mêmes, et ils peuvent l'imprimer, ils repartent avec leur CV. C'est extraordinaire. Et alors Pierrick, peut-être ce qui est surtout extraordinaire, et pareil, pour alimenter un peu les débats tout à l'heure, que vous aurez autour des tables rondes, vous avez inventé un système, je crois, au sein des Eaux-Vives, en fait, Oui. on pourrait appeler ça une sorte de coffre-fort pour les personnes Oui, tout à fait. seules. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu que les personnes oubliaient facilement leur mot de passe ou leur adresse mail, parce que bon, dans la rue, ça ne va pas être facile tous les jours, effectivement. Donc on a créé un fichier, j'ai créé un fichier Excel avec leur autorisation à eux uniquement. Je dis bien que s'ils nous donnent l'autorisation, avec leur nom, leur prénom, leur adresse mail, leur mot de passe, et j'ai créé une adresse mail poubelle des Eaux-Vives, test Eaux-Vives, et c'est la boîte de mail de récupération. Comme ça, s'ils ont un problème, comme ça a été la semaine dernière, la personne est venue, elle me dit ça marche pas, j'ai tout perdu. On va regarder, on a tout récupéré, et puis la personne est repartie avec son CV imprimé, donc elle était super contente. Ça c'est génial, donc c'est possible, on peut le faire, j'allais dire presque dans toutes nos associations. Ouais, aujourd'hui. bien sûr, mais c'est juste, il faut vraiment faire très attention que la personne donne bien l'autorisation de garder des propres données personnelles. C'est juste ça. Et on verra peut-être tout à l'heure au cours des débats, est-ce qu'on pourrait institutionnaliser ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait déjà avec France Connect? Donc, Ouais, on bien pourra sûr. pas avoir un service dédié peut-être? Bien sûr, on pourrait avoir imaginé un drive géant ou un truc comme ça, enfin, bien sûr.
On verra aussi peut-être les problématiques autres que ça peut poser sur les données, parce que Bien sûr. c'est peut-être ça la C'est vrai que difficulté. quand on parle à des gens, bah, on va te le mettre sur le drive. De quoi tu parles? D'accord, ok. Voilà, ils ne savent pas, c'est normal. Hein. Ah oui, pas de souci. Puis savoir un peu où ces données vont quand même. Ouais, Voilà. exactement. Très bien, mais merci beaucoup Pierrick, pareil, on peut l'applaudir, merci pour ce témoignage. Eh bien bonjour Christophe. Bonjour. Et merci de venir témoigner. Christophe, on s'est eu au téléphone, et donc du coup, alors on se tutoie, on se voit, on se tutoie, génial, merci beaucoup. Tu as accepté en fait d'apporter un témoignage qui est assez poignant aussi. C'est, on va dire, un portrait de vie qu'on va avoir. Tu es cariste de formation, Oui. c'est bien ça. Tu as eu un emploi pendant des années, tout allait relativement bien, je crois. Oui, oui. C'était en région parisienne. Bah, j'ai commencé en région nantaise, je pense que je suis originaire d'ici. Et après, je suis parti sur la région parisienne où là, justement, j'ai continué à être cariste. D'accord. Ça, c'était dans le milieu quoi, agroalimentaire ou la grande distribution? On va pas citer de marque. Hein. Plus grande distribution. Grande distribution. Tout allait relativement bien. Ah, faut que tu aies le micro un peu plus près, mais on me fait des signes, mais je comprends pas encore le langage des signes. Tout allait donc relativement bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une séparation et je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain, sans avoir de recours ou de famille autour de moi ou d'amis pour m'aider. Donc ça a été plutôt compliqué pendant quelques années sur la région parisienne. Donc j'ai dormi dans ma voiture pour continuer. Alors que vous aviez un travail, hein. Tu avais un travail, mais... Non, bah, au début, je faisais entre hôtel et voiture pour pouvoir me loger, pour pouvoir me laver et être présentable, on va dire, pour cacher un peu ma situation. Et par la suite, c'est revenu trop cher et j'ai pas pu continuer, donc je suis resté à ma voiture. Et la voiture, par la suite, pareil, je l'ai perdue parce que voilà, je me suis fait enlever et elle ne roulait plus, quoi. Ok, donc ça c'était situation très complexe en région parisienne. Impossible de trouver de l'aide ou pas l'envie? Bah, comme je n'étais pas originaire de Paris et que j'avais aucun garant à côté de moi ou quoi que ce soit, on avait du mal à m'écouter ou m'aider ou tout ce que je demandais, quoi. J'avais l'impression de ne pas être écouté, quoi. Donc bah, je me débrouillais par moi-même, quoi. Et du coup, vous choisissez de revenir sur Nantes. Ouais, je voulais retrouver un peu mes repères, puis bah, me rapprocher de certaines personnes, justement. En croyant que je pouvais me rapprocher de ces personnes-là qui attendaient de l'aide, justement, j'ai eu l'effet inverse, justement. J'ai été plutôt mal jugé de ma situation, le fait que je me sois retrouvé à la rue, comme ça, du jour au lendemain, on n'a pas compris, on me donnait une mauvaise image, quoi. On croyait que j'étais bon à rien, qu'en gros, je faisais rien, que j'étais pas... Je voulais pas me sortir de là, justement. Alors que si je faisais tout, j'avais toujours le travail, mais voilà, j'avais pas de retour, quoi. J'arrivais pas à trouver des situations justement pour me sortir de là, quoi. On vous sent très ému. Hein. Et du coup, il va y avoir la frate. Ouais. Ça s'est passé comment, la frate? C'est une rencontre? C'est quelqu'un qui enfin vous parle dans la rue ou au boulot ou... Non, au début, j'ai voulu faire toutes les assauts de Nantes justement pour le matin pour boire mon café, déjà de base, parce que c'était un petit truc que je voulais. Et j'ai fait plusieurs associations comme ça, et la plupart c'était juste des accueils de jour, donc c'était juste un café, un dialogue, ça. Et j'ai connu la frappe justement où là, bah, j'ai pu rencontrer des bénévoles qui étaient plutôt cool, on va dire, et qui m'ont proposé justement de donner un coup de main en contrepartie, on va dire. Donc j'ai commencé à être bénévole, j'ai commencé à donner mon temps, entre parenthèses, m'occuper, me changer l'esprit, et faire quelque chose de mes journées, parce que je ne pouvais pas rester comme ça, rien faire. Je ne veux pas dire que je pétais un plomb dans la rue, mais presque justement. Il y a de quoi, non? Ouais, Je pense que si tous autour de la table, on se retrouvait dans la rue, à dormir ne serait-ce qu'une nuit, non, c'est pas ça. je pense que c'est pas très agréable, quoi. Non, pas vraiment. On choisit pas ce genre de situation. Non, pas vraiment non plus. Et vous allez reprendre confiance, petit à petit. Oui, bah, le fait d'avoir commencé par du bénévolat, de donner mon temps et de mon expérience, parce qu'évidemment, bah, on m'écoutait, on m'a donné la chance de pouvoir continuer à faire ce que je faisais, entre parenthèses. Et j'ai aidé, j'ai écouté les personnes, justement ce que moi j'attendais, je le donnais en même temps en étant dans cette association, parce que les valeurs qu'ils représentaient, bah, c'était ce que je voulais, entre parenthèses. Donc je me retrouvais dans ça et ça m'a permis justement de reprendre confiance en moi et aujourd'hui d'avoir un travail, entre parenthèses. Donc ça y est, il y a une lueur d'espoir, Oui. peut-être des perspectives. Il y a une assistante sociale qui vous accompagne à nouveau. Oui,
Alors qu'il y a un moment donné, vous étiez en rupture aussi avec, avec ces personnes-là. Ouais, parce que pareil, j'avais pas l'impression d'être écouté. On me catégorisait, on me jugeait directement. On nous donne une sale image, entre parenthèses, quand on est les gars de la rue. C'est tout de suite on nous juge, on nous donne une image de sale, de personnes idiotes, entre parenthèses, ou incomprises. C'est compliqué, quoi. Donc se faire voir auprès des gens bien corrects, cacher les choses, c'était dur, quoi. Aujourd'hui, vous êtes en train de réouvrir un certain nombre de droits. Oui. Je pense qu'il y a un CDI peut-être en perspective. Oui. Donc c'est génial. Oui. Et côté logement, Pour l'instant, je suis chez quelqu'un avec qui, on va dire, ça se passe mal. Et j'ai ça pour l'instant sur la tête, donc c'est très bien. Et non, je continue toujours mes recherches. d'accord. Parce que justement, j'ai fait un contingent avec une assistante sociale et ça ne n'est à rien. Ça fait déjà bientôt 4 ans maintenant. Et j'ai toujours rien, donc je me débrouille par moi-même, on va dire pas les annonces ou tout, bouche à oreille. Comment on peut vous aider? Qu'est-ce que vous attendez à la fois peut-être des associations, peut-être des administrations? Comment on peut être un peu plus à l'écoute? Justement, qu'ils soient un peu plus humains, qu'ils écoutent un peu plus les gens, qui ne tirent pas de jugement. Que justement, au contraire, qu'ils écoutent dès le départ, qu'ils prennent le temps de comprendre la personne, de pas tout de suite catégoriser ou juger. On ne sait pas ce que les gens ont pu avoir ou faire pour arriver dans cette situation. Merci beaucoup Christophe. Merci, je pense qu'on peut vous applaudir aussi.